Deuxième nuit en garde à vue pour le suspect du meurtre de la jeune Louise. Une collégienne de 11 ans qui avait disparu en rentrant de son collège d'Épinay-sur-Orge dans l'Essonne vendredi dernier. La garde à vue de ce jeune de 23 ans prénommé Owen a été prolongée, d'autant que son ADN a été retrouvé sur le corps de la collégienne dont il était un voisin. Il habitait le même quartier, d'où la stupéfaction sur place. Lucas Nietzsche pour RMC. Oui, le suspect, Owen L., habite dans une maison à moins de 400 mètres de la résidence de Louise et à quelques minutes seulement du collège où elle était scolarisée. Il est un habitué du quartier et de sa rue principale. De quoi inquiéter Joséphine, voisine de Louise. Ça fait un choc parce qu'on se dit quand même, si on a des gens comme ça dans la résidence, enfin des jeunes hommes comme ça fait un peu peur quand même, hein, c'est vrai. On est angoissé, c'est sûr. José, lui, habite dans la même rue qu'Owen et sa famille. Quand il apprend la nouvelle, c'est la stupéfaction. Nous, on a souvent nos petits-enfants qui sont avec nous, on nous amène avec nous tout ça. Mais bon, on était loin de penser à ces genres de... C'est tranquille ici quand même, il n'y a jamais rien, il n'y a pas de bruit, il n'y a rien quoi. Hein. Même chose pour Sophie qui habite quelques maisons plus loin. Elle est en train de se balader avec sa fille. Ça fait peur, j'ai des enfants, j'ai 3 enfants. Ça remet en question toute notre organisation en tant que parents pour le fait de laisser nos enfants aller à l'école tout seuls, le fait de les laisser sortir, aller voir leurs copines, leurs copains. Voilà, ça remet tout ça en question. Hier soir, la maison de la famille du suspect était encore inaccessible, entourée d'une rubalise et d'une équipe de policiers. Interpellé lundi soir, Owen L. vient de passer sa deuxième nuit en garde à vue et il pourrait être présenté à un juge d'instruction dès ce soir en vue d'une probable mise en examen. C'est au tour de ce jeune homme déjà connu des services de police pour des faits de violence que les enquêteurs se concentrent. Pierre Bazin du service police-justice d'RMC. Depuis hier, les indices s'accumulent. Oui, il y a d'abord les expertises génétiques qui ont parlé. L'ADN du suspect a été retrouvé sur les mains de Louise et c'est un élément clé. Par ailleurs, la sœur du jeune homme l'aurait elle-même reconnu sur les caméras de vidéosurveillance au moment de l'enquête de voisinage. Et puis, il y a des griffures sur les mains qui interrogent les enquêteurs. Cette doudoune noire aperçue là encore sur les caméras. Le suspect en possède une, mais elle est depuis introuvable. À ces éléments s'ajoutent les contradictions de ses parents et de sa petite amie concernant l'emploi du temps du suspect. Eux aussi sont d'ailleurs toujours en garde à vue. Et pour autant, Pierre, le mobile de ce suspect présumé est toujours à ce stade très flou. Oui, il est peu bavard. Les policiers peinent à comprendre ce qui aurait pu le pousser à se déchaîner sur la collégienne. Décrit comme violent par certains proches, accro aux jeux vidéo selon le Parisien. La piste de la pulsion meurtrière est étudiée, mais les enquêteurs sont extrêmement prudents. Sa garde à vue peut durer jusqu'à 20h ce soir. Ensuite, il sera présenté à un juge d'instruction. Mais pour l'heure, on rappelle qu'il reste présumé innocent. Bonjour Christian Flech. Bonjour madame. Christian Flech, vous avez dirigé le fameux 36, le 36 quai des Orfèvres, la police judiciaire de Paris de 2007 à 2013. C'est une chance de vous recevoir ce matin avec l'expérience que vous avez. Le suspect, dont on doit rappeler pour le moment qu'il est présumé innocent, n'avoue rien, mais on va essayer de comprendre avec vous comment l'enquête précisément remonte jusqu'à lui et jusqu'à cet ADN donc retrouvé sur la jeune fille hier. On a ce chiffre, 120 policiers mobilisés depuis ce week-end, dès la disparition, au fond, signalée de la jeune Louise. De qui on parle? C'est-à-dire quelle police? Avec quelle méthode? Alors, merci déjà de m'inviter et merci aussi qu'on puisse parler un peu de ce travail de police judiciaire qui est un travail qui est très particulier et qui nécessite des gens extrêmement déterminés. Vous parlez de 120 personnes de police judiciaire. Bien sûr, sans doute, il n'y en avait pas 120 qui étaient de permanence ce week-end. Ça veut dire que c'est du personnel féminin, masculin qui est venu, qui a peut-être abandonné même ses congés pour revenir au bureau parce qu'on avait besoin d'eux, parce que cette affaire nécessitait, d'abord parce que c'était une enfant qui est morte et qu'ils sont aussi pères de famille ou mères de famille et qu'ils sont, touchés par cela. Et puis parce qu'il y avait des besoins, d'abord une pression médiatique qui était là, qui nécessitait aussi qu'on puisse répondre très vite. Une urgence aussi des familles, des voisins qui se disaient le ou les meurtriers peut-être court encore. Exactement, et avec la rentrée des classes qui a été difficile le lundi. Donc 120 personnes, c'est ce qui s'est affiché pour ratisser aussi, mais il veut dire qu'au-delà des gens qui étaient sur le terrain, il y avait des gens qui étaient au bureau et qui commençaient à exploiter les premiers éléments. Une enquête de police judiciaire, c'est à la fois des moyens classiques et des moyens anciens. Il y a les auditions, l'enquête de voisinage. Il y a une énorme enquête de voisinage qui a été faite. Il y a un lotissement, il y a au-delà du lotissement, il y a aussi des gens qui sont allés à l'extérieur sans doute pour faire du porte-à-porte. Vous faites du porte-à-porte, vous recueillez des éléments, vous faites du porte-à-porte, la personne n'est pas là, il faut repasser.
Les quelques éléments qu'ils avaient dès le départ, c'est cette image de vidéosurveillance, la silhouette d'un homme en doudoune, capuche. Le porte-à-porte dans ces moments-là est décisif. Vous l'avez vu, bien sûr, c'est décisif. Alors, j'aime pas trop l'image de vidéosurveillance. On dit vidéoprotection, c'est aussi plus symbolique. Donc, on va avec cette image de vidéo et on fait du porte-à-porte et on regarde. Et d'abord, dans un premier temps, il y a eu, semble-t-il, quelqu'un qui a été reconnu par un policier, ce qui a abouti à ce qu'il soit interpellé puis mis hors de cause. Et puis ensuite, au-delà de ces moyens classiques que j'évoquais d'audition, d'enquête de voisinage, etc., il y a les moyens de police technique et scientifique qui sont absolument déterminants. Ça, c'est quoi? C'est la question de l'ADN, c'est retrouver la moindre trace, le moindre signe humain, les empreintes, l'ADN. Alors, vous l'avez dit, d'abord la vidéo, ensuite les traces numériques, ce que vous pouvez laisser par votre téléphone dans une zone de crime. Et ensuite, bien sûr, les constatations sur le corps et aux alentours, le ratissage en faisait partie, pour retrouver des traces de police technique, d'ADN évidemment, puisque c'est ça qui a été, semble-t-il, déterminant dans cette enquête. C'est ce qu'on appelle une sorte de faisceau d'indices. Alors le faisceau d'indices, c'est ce que vous allez pouvoir servir, je dirais, à la personne qui est en garde à vue, quand vous avez des gens qui vous reconnaissent, de l'ADN qui est retrouvé, et puis un emploi du temps qui est bancal. Et là, on voit qu'effectivement, il y a des confusions dans l'organisation du temps. Je voudrais, Christian Flech, en venir à ce qui se passe ensuite, c'est-à-dire ce qui se passe maintenant. Au moment où on se parle, l'homme, mais également son père, sa mère, sa petite amie, sont en garde à vue. Là, on est clairement sur de l'humain. C'est-à-dire, on est sur le contact, la parole, l'échange, et tenter de faire avouer. Ça marche comment? Alors, ça marche d'abord dans le laisser s'exprimer pour savoir, bien sûr, dans un temps limité. S'il a commis quelque chose, il sait que la police risque de venir le chercher. Quand la police vient le chercher, il a sans doute déjà réfléchi un tout petit peu à ce qu'il allait dire. Il pense que ça va suffire, mais il n'a pas les éléments dont la police dispose. Donc après, c'est des échanges. Il y a d'abord les déclarations, on appelle ça un PV chic, où il va raconter un peu ce qu'il a envie de dire en pensant qu'il va pouvoir s'en sortir avec ses premières déclarations. Et il faut le laisser dire. Oui, bien sûr. Le mieux, c'est que spontanément, il avoue. Maintenant, ça n'arrive pas souvent. Ensuite, la police officiellement communique les éléments dont elle dispose. Et ensuite, c'est à lui d'adapter son discours avec, si on a beaucoup de chance, et c'est aussi important à la fois pour la famille, mais aussi pour les policiers, de savoir comment il a pu arriver, si c'est lui, à ce geste horrible. Et là, vous en venez à la question du mobile. C'est-à-dire qu'au fond, il y a l'enquête, il y a ensuite la recherche des aveux, et il y a ensuite l'irrationnel, dans lequel on va quand même chercher une petite forme de rationnel, c'est-à-dire essayer de comprendre le pourquoi. Alors la police va chercher déjà à savoir comment tous les éléments qu'elle a trouvés s'enchaînent. Et donc s'il y a des aveux, si les aveux sont conformes aux éléments retrouvés, c'est des aveux qui sont corroborés, et il pourra revenir sur ces aveux, il les aura corroborés par des éléments de police technique et scientifique, par exemple, ou par des témoignages, et ça sera très compliqué qu'ils reviennent dessus. Mais c'est surtout intéressant pour le policier pour recaler tous les éléments qu'il aura trouvés. Ensuite, bien sûr... Comme un puzzle, au fond, oui, qui soudain fait sens. Bien sûr. Et ensuite, c'est important pour la famille aussi, sans doute, de savoir un peu ce qui a pu se passer. Et après, pour comprendre le geste, je pense qu'il faudra des expertises qui sont plus du domaine de la police, mais plutôt du domaine psychiatrique. Du domaine psychiatrique. Vous-même, Christian Flech, vous en avez mené des interrogatoires comme ça, dans ce moment-là, dans cette pression-là? Alors dans la pression médiatique, vous voulez dire? La pression médiatique et la pression de l'urgence, effectivement, quand c'est un enfant, quand c'est... Bien sûr. Bah alors, c'était plus mon rôle, évidemment, parce qu'après, j'étais dans des fonctions... Après, vous étiez le patron. Oui, voilà, dans des fonctions où c'était pas mon rôle de le faire, mais bien sûr, quand j'étais plus jeune, ça m'est arrivé, bien sûr. On imagine aussi l'émotion que c'est pour le policier et vous le disiez dès le début de cette interview, ces policiers, ces femmes, ces hommes, qui sont eux-mêmes pères et mères de famille, qui sont donc effectivement confrontés. Comment on met à distance ça? C'est pas facile. Et vous pouvez pas vous imaginer, parce qu'on discute sur les faits, mais il y a des policiers qui ont manipulé le corps. Il y a des policiers qui ont regardé ce qui se passait sur les vêtements. On ne peut pas sortir de cette affaire complètement neutre. Et dans des affaires qui concernent des mineurs, c'est ce qui m'a frappé
quand j'étais à la police judiciaire parisienne, c'est que la brigade de protection des mineurs est souvent celle qui demandait un soutien psychologique. Il y a maintenant, depuis quelques années, la possibilité d'avoir un soutien psychologique. Et j'ai vu, dans une affaire absolument atroce de meurtre entre mineurs, j'ai vu des policiers qui, spontanément, demandaient le soutien psychologique. Merci infiniment d'être venu prendre le temps de nous accompagner justement dans le fait de vivre cela comme une sorte de drame national presque. Je voudrais juste rajouter que la police connaît une réforme à l'heure actuelle et que la police judiciaire doit être maintenue parce que c'est une spécificité et qu'il faut absolument que dans cette réforme-là, on comprenne bien que si on veut rester sur un niveau d'un département, il y a besoin quand même d'avoir une cohérence sur un échelon bien plus important. Vous voyez bien que sur cette affaire qui est dans l'Essonne, on est allé jusqu'à Rouen, on est revenu. Et peut-être on aurait eu besoin d'aller ailleurs. Et vous la sentez menacée, la police judiciaire, dans cet exercice-là? Je la sens fragile. Fragile. Merci en tout cas d'avoir été... Nous serons vigilants pour vous. Je reçois justement le ministre de l'Intérieur bientôt, le ministre de la Justice vendredi, Gérald Darmanin. Toutes ces questions, je les poserai évidemment. Merci. Forte de cette interview avec vous ce matin, Christian Flech, ancien directeur de la police judiciaire de Paris. Bonjour à tous. Julien qui est infirmier à Montpellier. Ouais, Julien, vous vouliez réagir à ce drame qui nous touche, la mort de la jeune Louise. Ouais, parce que après oui, c'est un triste paradoxe en fait pour moi de la société française, c'est-à-dire que plus un drame est tragique et plus ça passionne les Français, ça fait de l'audimat et ça fait vendre du papier. Je sais pas. Mais vous, ça vous touche pas? On est tombé, quoi. Vous, ça vous touche? Si, moi ça me touche, mais je suis papa, mais mon fils a 23 ans, mais je sais pas, ils y ont tous un coup de grandes phrases, de récupération des uns des autres. Ils élaborent des plans, des théories, enfin je sais pas. Je trouve pour le coup, alors j'entends parfaitement ce que vous dites Julien, et je trouve que c'est parfois le cas, et les politiques sont prompts à faire de la récupération. Là, pour le coup, je trouve que sur l'histoire du drame de Louise, il y a justement, et je trouvais que c'était d'autant plus intéressant quand j'avais je sais pas si vous avez entendu lundi, j'avais le président du département de l'Essonne qui disait en fait ça nous touche d'autant plus que il y a zéro raison, c'est-à-dire rationnel. C'est le non rationnel qui arrive tout d'un coup dans un quotidien très tranquille d'une petite fille sans histoire, dans un quartier sans histoire, sur son chemin de l'école qu'elle emprunte tous les jours. Et soudain, la folie, l'horreur qui arrive. Et évidemment, ça nous touche du coup d'autant plus qu'on se dit ça peut arriver à tout moment et à n'importe qui, Julien. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est malheureusement, oui, effectivement, c'est tragique, mais c'est l'impondérable. Oui. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? On peut pas. Enfin, moi, quand j'entends des gens dire il faudrait mettre, par exemple, un policier derrière chaque Français ou mettre une balise Argos derrière chaque enfant, c'est pas. Enfin, je suis bien d'accord avec vous, Julien. Il y a malheureusement toujours eu. Et zéro drame, ça n'existera pas, quoi. Et j'ai presque envie de dire de toute humanité. Donc, en effet, on est d'accord, Julien, mais c'est vrai que ça fait écho aux angoisses personnelles de chacun. Vous disiez les histoires de traçabilité des enfants. On voit le nombre de AirPods, là, ou AirPad, ou je ne sais même plus comment ça s'appelle, là. AirTag, pardon, qui se multiplient. Mais c'est la question que tous les parents se posent, du curseur entre une forme d'autonomisation des enfants et en même temps la crainte, évidemment, pour leur sécurité. Mais Julien, j'entends, voilà, ça vous écœure presque un peu. Ouais, ça m'écoeure. Et puis ça me fait penser, alors c'était en 72, donc il n'y avait même pas les réseaux sociaux, il y avait moins de préoccupations politiques, au meurtre de la petite de Vrèvre à Brûler en Artois. L'opinion publique s'était emparée de tout ça. Elle s'était substituée en fait à la justice et aux enquêteurs. Bonjour Sébastien. Oui, bonjour Apolline, bonjour l'équipe. Sébastien, vous êtes artisan soudeur, vous avez 2 filles et vous vouliez réagir à ce drame du meurtre de Louise. J'ai bien écouté en fait depuis ce matin. Moi, je suis très inquiet parce qu'en fait, j'ai ma grande fille qui a 10 ans et qui rentre au collège l'année prochaine. Et elle veut aller à l'école toute seule. Sauf qu'on vit tellement dans un monde aujourd'hui où il n'y a plus de justice. Et j'entendais ce matin, vous disiez, les Français veulent un policier derrière chaque porte. Non, la police, je pense qu'elle fait son travail. Hein. Ils l'ont encore prouvé ce week-end. Ils ont trouvé Ils ont remarquablement travaillé, effectivement. Et c'est ce que nous disait l'ancien patron de la PJ. Et exactement. Notre police, elle est opérationnelle. Le problème, c'est notre justice. Aujourd'hui, on n'a plus comme avant de ligne de conduite, c'est soit on est bon, soit on est mauvais. Aujourd'hui, on a des gens qui d'un coup ont un fil qui se touche et ils commettent des choses atroces. Et qu'est-ce qu'ils ont derrière comme punition? Ils sont enfermés dans une chambre comme quand on est gamin avec une PlayStation, un repas, un machin, et voilà. En fait, c'est ça la punition.
Non, je suis désolé. Aujourd'hui, il n'y a plus d'erreur judiciaire. Quand on a l'ADN d'un gars sur les mains d'une petite fille qui lui a fait des atrocités, à un moment, il faut lui faire la même chose. Pour faire peur à tous ces gens aujourd'hui. Lui faire la même chose, je vous demande pas. Pardon, Sébastien, qu'est-ce que vous voulez dire, lui faire la même mort. chose? Il a tué une petite fille. Ah, de 11 Sébastien, ans, vous êtes pour le retour de la peine de mort? Mais bien sûr, on a l'ADN, il n'y a pas d'erreur là. Non mais Sébastien, vous n'estimez pas que c'est quand même un grand progrès de l'humanité de se dire justement qu'on n'est pas dans le œil pour œil, dent pour dent? Après la question que vous posez, Sébastien, sur la réalité de la peine encourue et de son application, là j'entends parfaitement ce que vous dites, et vous avez sans doute entendu tout à l'heure ce magistrat que j'ai reçu à 6h40 qui disait qu'au fond le problème n'était aujourd'hui pas de durcir même la justice pour mineurs, etc. Il disait le problème c'est simplement d'appliquer les peines qui sont prononcées et qui pour nombre d'entre elles, faute de moyens, ne sont pas appliquées. Mais Sébastien, moi je peux pas vous laisser dire ça sous le coup de l'émotion. L'émotion, je l'entends parfaitement. Vous êtes père de famille, mais précisément, en tout cas, j'estime à mon niveau que la grandeur d'un pays, si l'on est capable d'appliquer les peines, ça je l'entends parfaitement, Sébastien, c'est précisément d'être dans une forme de dignité derrière. C'est-à-dire que c'est quand même un progrès de l'humanité magnifique. Sébastien, est-ce que, on peut en débattre, moi, je suis pour la pacification. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui font ce genre d'actes n'ont pas peur des conséquences. C'est-à-dire, vous allez quoi, comme quand on est gamin? Je préfère quand vous le dites comme ça, Sébastien, je vous avoue. Mais encore une fois, l'émotion, et chacun doit pouvoir exprimer son émotion. Ensuite, je pense que notre rôle à tous, collectivement, dans ces moments-là, c'est précisément de ne pas se laisser aller uniquement à l'émotion. En revanche, de poser la question rationnelle de l'application ou non des peines encourues, du fonctionnement de la justice. Et de ce point de vue-là, il y a une forme de cohérence jour après jour. Il y a 2 jours, on recevait, souvenez-vous, ce spécialiste des finances publiques qui disait que quand on donne 1 000 € à l'État, il n'y en a que 5 € qui sont consacrés à la justice, et c'est une des proportions les plus faibles de l'Union européenne. Les moyens de la justice, voilà une question fondamentale. Merci Sébastien en tout cas.